Le palais Gallien à Bordeaux, les derniers vestiges encore visibles de la grande période antique qu'a connue la ville. On dit palais, mais il s'agit en fait d'un amphithéâtre, des arènes qui mesuraient 70 mètres sur 47, montées jusqu'à 25 mètres de haut et pouvaient accueillir 22 000 spectateurs. Des fouilles ont permis de mettre au jour des monnaies romaines et de dater l'édifice du IIe siècle après Jésus-Christ. Illustration que la Nouvelle-Aquitaine est une terre bénie pour les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Cassino Magus, un immense complexe gallo-romain qui avait totalement disparu sous terre. Puis nous irons dans le Médoc, où il arrive que les grandes tempêtes fassent ressurgir du sable des objets archéologiques inestimables. Ensuite, direction Pays Basque, où une famille possède et met en valeur un site préhistorique de premier plan, les grottes d'Istouritz. Enfin, nous nous rendrons à Angeac, suivre des scientifiques qui fouillent, écoutez bien, l'un des gisements les plus importants de dinosaures. Cap sur la Nouvelle-Aquitaine, passion, histoire. Nous commençons notre voyage dans le temps, en Charente, à Cassino Magus, à côté du village de Chassenon. Idéalement situé à un carrefour de routes romaines importantes, Cassino Magus est une grande agglomération secondaire créée au 1er siècle après Jésus-Christ, autour d'un complexe monumental dédié à la religion et aux loisirs. Faisons un voyage dans le temps, Sandra. Imagine que je suis un citoyen gallo-romain, j'arrive de Limoges ou de Saintes et j'arrive ici. Qu'est-ce que je découvre? Une grande agglomération, au sein de laquelle on a un ensemble monumental d'édifices publics qui comprend un aqueduc, un sanctuaire, un édifice de spectacle et des thermes, qui sont probablement les plus monumentaux de France, en tout cas les mieux conservés, peut-être de la Gaule romaine. Il faut que je t'avoue quelque chose. J'en ai vu un certain nombre de thermes dans cette émission. Généralement, on voit que des murs qui arasent juste sur le sol, voire des élévations aussi importantes. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, surtout sur une telle hauteur. On a 7 mètres de conservé et sur une superficie d'1,5 hectare, oui. C'est très, très rare. La renommée du site était telle que durant 300 ans, on venait ici de tout l'Empire romain. Les vestiges sont si importants qu'on a choisi de les couvrir pour les protéger. Je n'ai jamais vu une pièce comme ça dans les thermes. Dis-nous où on se trouve. Là, ce sont des piscines d'eau chaude qui font la spécificité des thermes de Chassenon. Des bains chauds, l'eau est amenée chaude dedans et maintenue à température par tout un système de foyers et de chaudières qui permettent d'alimenter régulièrement ces bassins et surtout de maintenir la température et de la pièce et de l'eau. C'est extrêmement rare d'avoir des vestiges de cette qualité-là, des piscines dont le sol, a priori, le pavement, je ne sais pas quel est le terme exact, c'est le même, c'est d'origine. C'est d'origine, oui. Ouais. Et ici où on marche aujourd'hui, on est plus ou moins au niveau du niveau de circulation de l'époque antique. Est-ce qu'on sait à peu près comment était cette pièce? J'imagine qu'elle devait être décorée, il y avait des murs. Elle était décorée très sobrement, et puis il faut imaginer tout un ensemble de bruits, où on a les foyers qui devaient chauffer, on a l'eau, le clapotis, on a les brouhahas, on a vraiment toute une vie autour de cette population qui vient ici dans les thermes, pas seulement dans les piscines, mais dans l'ensemble du bâtiment thermal en fait. Nous sommes en train de quitter le premier étage, celui réservé au public. Où est-ce qu'on se rend, Sandra? Ici, on est au rez-de-chaussée, réservé au personnel de service et à tout ce qui concerne le fonctionnement des thermes et de l'étage. Donc là, on est vraiment dans les coulisses. Cet endroit, je devine, c'est quoi? C'est un four, c'est ça? C'est un four. Un four qui fait partie des 12 fours reconnus dans les thermes. 12 fours. 12 fours.
C'est monumental, c'est à l'échelle de l'édifice. Et ces fours ont une double fonction en fait. Non seulement ils alimentent en chaleur les pièces de l'étage, mais en plus ils permettent de chauffer l'eau qui va être envoyée dans les piscines chaudes qui sont juste derrière. On a une idée du nombre de personnes qu'il fallait pour faire fonctionner ce site? Ça reste très difficile à estimer, mais on est entre 50 et 100 personnes peut-être. Il faut bien comprendre que les fouilles commencent en 1960, mais qu'avant tout cela, c'est sous terre. Tout est sous terre. Est-ce qu'on peut dire, Sandra, qu'avec les Romains, les peuples gaulois vont découvrir une sorte de civilisation du loisir? Complètement. Le bâtiment thermal en lui-même, les thermes, sont vraiment l'apanage des Romains qui ont copié sur les Grecs, mais c'est ce qu'ils ont importé en Gaule et ça s'est répandu très très rapidement et très rapidement certainement les Gaulois ont adopté le style de vie qui va avec les thermes. Alors, concrètement, comment on s'y prend pour faire du soin? Il y a des objets qui permettent de... Alors on a des objets, ce qu'on sait que les massages étaient faits à base d'huile, on pouvait même s'y faire parfumer. Donc par exemple, cette petite fiole contenait du parfum. Bon, elle ne vient pas de Chassenon, bien sûr, mais c'est une réplique d'un objet retrouvé à Vézuna. Et l'objet emblématique des thermes, c'est ce qu'on appelle le strigile. Donc ça, c'est aussi une réplique, un objet en bronze qui va servir à racler la peau, qui a été couverte d'huile, vous avez fait du sport, vous avez sué, vous venez dans cette salle pour vous faire racler la peau et ensuite vous faire masser. Ma surprise, c'est de découvrir un objet en verre. C'était très répandu? Le verre était assez répandu pour des petits récipients liés au transport des onguents, des huiles parfumées, des parfums. Et à Chassenon, dans le courant du XIXe siècle, une bouteille en verre, quasi intacte, entière, qui a été découverte, assez rarissime, et devait probablement servir à transporter des huiles parfumées. Il faut bien comprendre que ces thermes, il y a également une grande dimension sociale qui est importante. C'est presque l'un des ciments de la civilisation romaine. Alors quand on est dans une grande ville, peut-être comme Chassenon, en tout cas dans les capitales de cité comme Limoges, Périgueux, Poitiers, c'est vraiment le lieu de sociabilité où vous venez rencontrer votre voisin, vous venez marchander, si vous êtes marchand, vous venez commercer. Et d'un point de vue échange culturel, ça devait être assez impressionnant. Tout ça autour de ce que les Romains ont apporté en Gaule, les thermes. Voilà. Nous avons quitté les thermes, nous sommes dans le sanctuaire. C'est la raison d'être du site de Cassinomagus? C'est le point névralgique, c'est le point central. Les gens venaient à Chassenon pour le sanctuaire, qui est le lieu même de l'acculturation entre les modes de vie romains et les modes de vie gaulois. C'est un vrai mélange des deux, avec une association entre les dieux romains et les dieux celtes. Quel âge tu dis je veux être archéologue? J'ai dit à mes parents, je veux être archéologue quand j'avais 7 ans. Ils m'ont dit pas à bord ton bac. Et tu trouves quoi personnellement, toi, justement, dans ce métier qui te met en rapport en permanence avec notre histoire? C'est le côté humain. On n'a pas que des pierres, on n'a pas que des monuments, on n'a pas que des vestiges, on a derrière tout ça des hommes. C'est leur histoire, c'est leur vie, c'est leur savoir-faire que nous, on fouille, on arrive parfois à palper. Et au final, on se sent très proche de ces femmes et ces hommes qui vivaient ici il y a 2000 ans. Oui, forcément. Mais leurs modes de vie sont plus ou moins les mêmes que les nôtres. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas le téléphone portable, mais ce qu'on a aujourd'hui en technologie ou en technique, c'est directement hérité de leur savoir-faire. Donc souvent de fois, les gens viennent ici en disant « on n'a rien inventé ». Mais c'est la réalité. Donc oui, il y a une forme de proximité humaine. Nous prenons maintenant la direction du Médoc, en Gironde. Une immense presqu'île de 50 km de long, bordée d'un côté par l'estuaire de la Gironde, de l'autre par l'océan Atlantique. On a tendance à sous-estimer ce territoire, qualifié parfois de petit bout du monde, d'un point de vue historique. Faute de preuves, car durant des siècles, le Médoc n'a cessé de changer de dimension et de forme. Le sable a enfoui des églises médiévales, des villages entiers. Un sable qui, tel un dragon, avale les traces des occupations humaines. Mais il arrive parfois que ce diable recrache ses proies des siècles et des siècles plus tard.
Alors voilà le genre d'objets que l'on peut trouver sur les plages de Soulac. Et ce sont des haches en bronze, d'un bronze de très très bonne qualité. C'est daté de quelle période ça? Alors, nous sommes sur du bronze moyen, on est entre 1500 et 1100 avant Jésus-Christ. Alors ça c'est une hache un peu spécifique, c'est ce qu'on appelle une hache médocaine. Il semblerait que notre Médoc était une sorte de haut fourneau de l'Europe occidentale à cette époque-là. Mais pour fabriquer du bronze, il faut du minerai. Ce minerai, a priori, on ne le trouve pas dans le Médoc. Alors ça, effectivement, c'est une remarque pertinente parce qu'on se retrouve avec un problème de taille. C'est que c'est l'un des hauts fourneaux de l'Europe, mais sans les minerais. C'est-à-dire que le cuivre et l'étain, ça vient de Grande-Bretagne et d'Espagne. Et donc les deux matériaux vont devoir se croiser ici, sur les côtes de l'estuaire de la Gironde et nos côtes girondines. Ça laisse supposer effectivement des moyens de déplacement extraordinaires. Pour mesurer l'importance des découvertes archéologiques faites sur les plages de Soulac, il faut se rendre au musée de la ville. Les fameuses haches médocaines côtoient des pièces incroyables, comme cette stèle funéraire gauloise en bois, qui pourrait remonter au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais la pièce maîtresse du musée de Soulac, c'est ce sanglier, apparu soudainement en 1989 après une tempête. Réalisé en tôle de laiton, ce chef-d'œuvre de la chaudronnerie est daté du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un objet que nous envie le British Museum, que nous envie le Louvre, parce qu'il n'y en a pas de plus complet ailleurs en France. C'est une pièce, je dirais, unique sur le plan planétaire même. Et il s'agit d'un sanglier en seigne, donc c'est l'équivalent de notre drapeau national porte-étendard en cas d'attaque, tout simplement, lorsqu'il y a un conflit. Donc c'est un symbole majeur, comme les aigles pour les Romains. Et donc c'est la pièce qui allait généralement au front lorsque les soldats gaulois partaient à l'assaut. C'était généralement pour accompagner les combats. On a un trésor qui dort sous ces sables. C'est pas Pompéi sous les laves du Vésuve, mais c'est, comment dire, un patrimoine inestimable sous les sables du Médoc. En partant pour la vallée de l'Arbérou dans les Pyrénées-Atlantiques, Éric s'apprête à faire une incroyable rencontre avec les tout premiers habitants du Pays Basque. Cette colline abrite en effet l'un des plus importants sites préhistoriques en Europe, 3 grottes superposées. C'est dans la première d'entre elles, Istúriz, que des trésors ont été découverts. Une histoire de famille pour Joël. Les premières fouilles ici, Joël, elles remontent à 1912. C'était avec ton grand-père et depuis, elles n'ont cessé de se succéder, donnant des informations. La plus importante, c'est à quand remonte l'occupation humaine de cet endroit? Eh bien, il y a depuis 80 000 ans une occupation humaine sans discontinuer jusqu'au moment où les Homo sapiens sapiens n'ont plus occupé les grottes et sont devenus sédentaires. Beaucoup d'objets ont été trouvés ici. Est-ce que Oui. tu en as un à nous montrer qui te tient particulièrement à cœur? Eh bien, oui. Il y a cette petite œuvre d'art qui est une tête d'ours. Et c'est ce qui est magnifique, c'est on se rend compte à quel point ils avaient le sens de l'observation. Parce que la petite oreille, rire, C'est une finesse. il a l'air de sourire. Il y a l'endroit de la joue, le creux de l'œil, voilà. Et ça, c'est ce qu'ils savaient faire. Le site est d'une incroyable richesse. On y a retrouvé 45 000 objets, 3 000 œuvres d'art, majoritairement conservées dans les collections du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Istúriz est un site hors norme. Ah, il y a un écho. Les dimensions de cette salle sont impressionnantes, Joël. Et oui, c'est 1500 mètres carrés de volume, 15 mètres de hauteur et 300 mètres de longueur. Est-ce qu'on sait l'usage que pouvait avoir cette immense salle? Eh bien, elle servait d'habitat à un grand nombre de populations. Ce qui est rare, généralement, les hommes préhistoriques n'habitaient pas à l'intérieur des cavernes. C'est extrêmement rare et on peut arriver au chiffre de 500 personnes. À certains moments, il y avait des concentrations de tribus et donc c'est là qu'ils échangeaient. Ils échangeaient des savoirs, ils échangeaient des matières premières et sans doute des femmes aussi qui passaient d'une tribu à l'autre pour éviter la consanguinité.
On est aux environs des 17 000, 20 000 ans. C'est l'apothéose de l'art rupestre. Il y a des exemples ici à Historitz? Oui, ici nous avons cette belle gravure de reine superposée. Il faut regarder les pattes avec les tendons et les sabots, c'est absolument extraordinaire. C'est une machine à rêver, Historitz, pour toi. Ah mais c'est une machine magique à rêver. Joël a cette grotte dans la peau. Les terrains et leur sous-sol appartiennent à sa famille depuis plusieurs générations. Après les premières découvertes au début du XXe siècle, son grand-père André abandonna sa carrière d'architecte pour organiser les recherches et ouvrir le site au public. En 1929, on découvrit un deuxième niveau, une grotte sanctuaire appelée Ocho Chelaya. C'est absolument magnifique, hein, quand même, là. Vous donnez des noms à ces salles, parfois, Joël? Ici, évidemment, c'est la cascade. Une cascade qui brille. Ce sont des éléments de calcite qui brillent tant que c'est un petit peu mouillé. Alors, tu organises dans ces grottes régulièrement des spectacles de danse, des concerts, de la musique. Ça pourrait paraître iconoclaste. Est-ce que ça l'est? Non, alors, nos ancêtres étaient des artistes et c'est toujours un hommage des artistes contemporains en lien avec le lieu et nos ancêtres. Alors, comment on savait qu'ils étaient des artistes, ces ancêtres? Eh bien, en fait, on a trouvé une des flûtes les plus anciennes au monde, qui a été faite en os de vautour moine, qui est datée à 31 000 ans. Et les artistes d'aujourd'hui ont reconstitué des flûtes, des facsimilés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut entendre le même son Oui. qu'ont écouté nos ancêtres il y a 17 ou 20 000 ans, ou quelque chose qui s'en approche. Je ne réponds pas. Je ne m'aventurerai pas, mais oui, ce sont les mêmes éléments. La Nouvelle-Aquitaine est une terre d'histoire. Et celle que nous allons découvrir à Angeac-Charente, à mi-chemin entre Cognac et Angoulême, est tout simplement incroyable. Comment imaginer que sous les pieds de vignes se trouvent des témoignages de la vie sur Terre remontant à plusieurs dizaines de millions d'années? Tous les étés, depuis 10 ans, les plus grands paléontologues viennent ici pour fouiller dans cette carrière. Ronan, explique-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder là-bas? J'aperçois quelque chose de plus noir, c'est ça qui vous intéresse? C'est ça, on va avoir les fossiles donc, qui sont dans la couche, horizontaux, verticaux. Donc là, celui-là est en cours de dégagement. Donc on essaye de dégager le fossile en surface d'abord. Après, on va l'extraire. Et puis comme on ne peut pas toujours l'extraire très rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on va emballer tout ça dans du papier alu. Alors, fossiles? Les fossiles de quoi? On va avoir ces choses assez marrantes. Attention. Qu'est-ce que c'est? C'est un os? Non, c'est du caca fossile. C'est vrai? Ce qu'on appelle des coprolites. Alors, on arrive à déterminer quel est l'animal qui a produit cette œuvre? Ça, c'est justement une des questions. Alors, on a un collègue suédois là, qui est là, qui travaille là-dessus. Donc, c'est probablement du crocodile. On a trouvé plus de 3000 coprolites sur le site. Donc, nos crocodiles devaient vivre ici. D'ailleurs, voilà, ils vivaient ici. Ils ont même laissé des dents. Ah ouais. Là, alors ça, c'est les fragments d'os. Voilà, ça c'est un fragment de côte, sans doute de notre de côte de notre grand sauropode. Donc là, on n'est plus dans nos petits dinosaures autruches, nos petits ornithomimosaures qu'on voit avec l'os que Jean est en train de dégager. On voit que si tu tiens ça, on peut comparer. Donc ça, c'est du gros sauropode. Et puis là, on a des os beaucoup plus fins. Ça, c'est un éclat d'os, probablement un fémur ou un tibia. À quand remontent ces os? On est à 140 millions d'années à peu près. Il y a 140 millions d'années, c'était comment ici? Quel était le climat? On était dans un milieu marécageux, donc beaucoup de crocodiles qui vivent, beaucoup de tortues qui vivent, et tout autour, on va avoir des animaux qui passent, des dinosaures, donc des sauropodes, des dinosaures autruches. Et tout ce petit monde a eu le bon goût de mourir ou au moins de se fossiliser ici. Ce qui fait qu'on a vraiment un écosystème complet qu'on va retrouver. Small part is missing here. The picture is with the metatarsal. Ronan, qu'est-ce que vous êtes en train de dégager là? Alors en fait, quand on regarde sur le site, on se rend compte qu'on a deux types de roches. On a des argiles, donc qui sont faciles à voir, et puis de temps en temps on a du sable,
quelque chose de beaucoup plus sableux. Et en fait, souvent, ce sable vient remplir des creux dans l'argile. On s'est rendu compte que ces espèces de remplissage d'argile correspondent à des remplissages d'empreintes. Ça veut dire qu'il y a un... Là, vu la taille, c'est un sauropode qui est passé là il y a 140 millions d'années. Il a mis le pied dans l'argile. Et quand il a retiré le pied, il y a du sable qui s'engouffre dans la trace et qui va la remplir. C'est une empreinte de dinosaure. Donc c'est une empreinte de dinosaure. Sauropode, pour avoir une idée, c'est quel poids, quelle taille? Là, en plus, c'est le sauropode d'Anjac, donc c'est le fémur de 2,20 m. Donc c'est un animal qui devait faire dans les 30-35 mètres et qui devait peser dans les 40 tonnes, 50 tonnes facilement. L'histoire d'Anjac commence en 2008. Des carriers mettent au jour une bien curieuse découverte, un objet qui ressemble à un caillou sans en avoir la consistance. Ils décident alors de l'apporter pour expertise au musée d'Angoulême, à Jean-François Tournepiche. C'est un étonnement incroyable que l'on a eu lorsque les carriers nous ont apporté cette vertèbre découverte dans les sables en 2008. Alors, au moment où on t'amène cet objet, quand même, t'es quoi? T'es étonné, surpris, enthousiaste? Étonné d'abord, que fait cette vertèbre de dinosaure dans ce contexte? Et surtout, la question, d'où vient-elle? Il y a peut-être un site à dinosaures dans la région. C'est 2 ans après qu'on a eu la solution, lorsque les carriers sont allés plus profondément dans le sol. Et là, ils ont exhumé ce site à dinosaures qui en fait se trouvait sous des mètres et des mètres d'alluvions anciennes. Il y a une découverte qui va tout changer sur ce site, c'est ce que tu as à côté de toi. Raconte-moi ce que c'est. Et bien sûr, donc là, le premier travail qu'on a fait, c'est de creuser pour voir ce qu'il y avait dans ce site à dinosaures. La première fouille exhume cet os incroyable, un os complet de sauropodes, de dinosaures géants, probablement un des plus grands que le monde ait connu. Alors, os complet, c'est quelle partie de son corps, de son anatomie? Il s'agit du fémur, un fémur entier qui fait 2,20 m, 2,25 m de longueur et qui appartenait à une patte qui faisait entre 5,50 m jusqu'à 6 mètres à la hauteur du bassin. C'est ce fémur, la première découverte en fouille, qui a lancé tout le projet, puisque en 8 ans de fouille, on a plus de 8000 ossements cotés, 65 000 plus petits fragments, et puis 3000 crottes fossiles des coprolites. Ah oui, j'en ai vu une tout à l'heure, ouais. Absolument, qui donc a révélé que ce site était extrêmement riche. Il n'y avait pas que des pièces spectaculaires. Grâce à toi, je commence à mieux comprendre comment était cet étrange dinosaure autruche, c'est ça? Oui, voilà, c'est Mimo. C'est on va dire l'espèce la plus importante du site, puisque c'est sûrement une nouvelle espèce. Donc il fallait la décrire, et vu qu'on n'a pas de photo d'époque, il faut un dessinateur, tout simplement. Ce Mimo, c'est devenu un personnage de bande dessinée. C'est super, c'est une deuxième vie pour lui. Bah oui, ici on est quand même pas très loin d'Angoulême, donc il y a des auteurs de bande dessinée. Je suis un auteur de bande dessinée à la base, même si je voulais être paléontologue quand j'étais tout petit. C'est comme ça que... Bah oui, c'est parce que je voulais être paléontologue que je me suis mis à dessiner donc, des dinosaures quand j'avais l'âge de 5 ans. 40 ans plus tard, me voilà sur un site... où on découvre des dinosaures, et on m'a invité à venir dessiner donc, au jour le jour, la petite chronique des fouilles au départ, et puis les reconstitutions des animaux et du paléo-environnement, donc de la Charente à l'époque. Ça devient un bon personnage de BD du coup, Mimo. Ben voilà, le fait d'avoir trouvé ici plein de dinosaures différents, ça permet justement d'avoir une petite famille de dinosaures et de faire un petit livre autour de ces personnages, quoi. Ce sont des personnages fictifs, bien entendu, et que j'anime avec ma femme, qui est la scénariste de cette petite histoire, en plus. C'est un rêve de gosse qui, voilà, comme je dis, c'est un boomerang que j'ai lancé à l'âge de 5 ans, qui me revient à la gueule maintenant. Je suis impressionné par le nombre de personnes, par la jeunesse qu'il y a là. C'est une aventure humaine aussi ici, et qui se passe ici en Charente.
master, thésard, post-doctorat. Donc voilà, on est là pour travailler en s'amusant, entre guillemets, mais le travail reste sérieux. On a des paléontologues amateurs, on a des profs, on a un prof de maths, on a un prof de sport, Ah ouais. on a un dentiste. Voilà, donc là, j'attends un kiné, en fait, ça serait pas mal qu'on ait un kiné ou quelqu'un pour nous faire des massages le soir, ça serait bien. Mais voilà, on a tout un tas de gens qui sont passionnés depuis leur petite enfance sur les dinosaures, qui sont arrivés là parce que ils voulaient voir ça de près. Et puis finalement, quand on discute avec eux, on comprend au bout d'un moment, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une petite truelle et de venir fouiller. Et puis donc on leur ouvre les portes du gisement.